23h05, vous êtes sur France 2, merci à vous. Si vous nous rejoignez maintenant, l'émission politique, la suite, c'est parti. Avant de vous présenter nos invités qui viennent de nous rejoindre, voici le sommaire. A-t-il réussi son grand oral? Les spectateurs ont dit oui. Est-ce que vous avez été convaincus? Mérite-t-il tous les éloges médiatiques et politiques qu'il reçoit ces derniers jours? Jean-Michel Blanquer est-il le meilleur ministre de l'Éducation depuis longtemps ou va-t-il ramener l'école en arrière? On débriefe sa prestation tout de suite. C'est un anniversaire dont vous entendrez beaucoup parler cette année, mai 68 à 50 ans. Pourquoi cet anniversaire dérange, mais mal à l'aise? Mai 68, c'était la libération. Il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, on prône la sécurité et on interdit les pamphlets de Céline. 50 ans après, est-ce le retour de l'ordre moral? On vous posera la question. Et puis deux ministres de premier plan visés par des accusations d'agression sexuelle. La machine médiatique qui s'emballe. Va-t-elle trop loin ou est-ce nécessaire pour libérer la parole des femmes? Emmanuel Macron a-t-il raison de craindre une république du soupçon? Vous répondrez en fin d'émission. Je vous présente nos invités ce soir. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de l'Essonne, médaillé Fields de 2010. Vous avez rendu cette semaine à Jean-Michel Blanquer justement votre rapport pour améliorer l'enseignement des mathématiques en France et nous faire aimer les maths. Merci d'être avec nous. Laetitia Stroche-Bonnard, vous êtes essayiste, vous publiez, vous avez dit conservateur aux éditions du Cerf et vous êtes rédactrice en chef de la revue Fédé. Gérard Miller, bonsoir, vous êtes psychanalyste, réalisateur proche de Jean-Luc Mélenchon et cofondateur du média La Web Télé engagée à gauche. Abnous Chalmani, écrivain, auteur de Khomeini, Saad et moi, vous avez co-rédigé la fameuse tribune sur la liberté d'importuner parue dans Le Monde, signée notamment par Catherine Millet ou Catherine Deneuve. Enfin, Romain Goupil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, vous êtes une des figures de mai 68, vous étiez au lycée à l'époque parmi les leaders de la contestation. Aujourd'hui, vous soutenez l'action d'Emmanuel Macron. Mesdames, messieurs, quelle note vous mettez au ministre Blanquer ce soir sur 20? Moi, je lui mets... Allez, un bon 19. Oh là. Je commence fort. Oh là, Fayot. Vous savez, on dit toujours qu'en mathématiques, on a tendance à noter trop sec. Il est temps d'inverser la tendance. Bien. Est-ce que quelqu'un, par exemple Gérard Miller, est-ce qu'il est peut-être plus critique? Il est plus critique sur le fait que ce ministre a été éminemment sympathique, a très très bien réussi son grand oral. Il était un peu plus sur la défensive lorsqu'il y avait Alexis Corbière qui lui a rappelé qu'il était un homme politique, ce qu'on avait eu tendance à oublier quasiment pendant 1h30. C'est un homme politique de droite, ce qui n'est pas une injure dans notre pays. Donc, il n'a pas voulu accepter l'étiquette à la fin, hein. Vous l'avez entendu avec... Voilà, alors ça, je lui mettrais 0 sur 20 sur le fait qu'il ne reconnaisse pas qui il est. Et je lui mettrais, pas 19, parce que j'ai rarement mis 19 à mes étudiants, donc je lui mettrais 15 parce que c'est une très bonne émission, et 0 sur le fait qu'il a quand même dissimulé beaucoup de ce qu'il était et de ce qu'il faisait. Laetitia Stroche-Bonnard. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il ait dissimulé quoi que ce soit. Je pense qu'on essaie de le catégoriser alors que lui-même lutte pour expliquer qu'il essaie de faire autre chose avec l'école et on peut au moins lui laisser le bénéfice du doute quand même. Donc je ne lui mettrai pas 0 sur 20 là-dessus, mais pour la performance générale, je dirais 16 sur 20, parce qu'il s'est bien défendu, mais parce que je note très sévèrement. Quelqu'un a une note un petit peu plus basse ou tout le monde est sur la même ligne? Romain Goupil. Moi, je suis contre, bien sûr, la façon dont fonctionne l'école depuis très longtemps. Je suis contre les notes, bien entendu, qui veut dire qu'un autre serait minable parce qu'il a 0. Enfin, comme Gérard l'a dit d'ailleurs, 0, donc tu seras un minable, un cancre, et il aurait 19, comme nous dit Cédric. Je suis pour une école où c'est tout le contraire. Pas une école de la compétition, pas une école où on va sélectionner en permanence les excellents, pour finir par laisser 90% sur le côté et pour 5% d'excellence. C'est un des reproches qu'on lui a fait sur ces réformes. Inégalitaire. Sur ces réformes, par rapport à la façon dont il a parlé du problème, dont il est conscient du problème, moi je dis peut mieux faire, c'est-à-dire il va petit à petit évoluer, il va comprendre que ce système ne fonctionne pas du tout, que le mammouth existe toujours, que c'est vraiment complètement gaspillé et l'énergie et l'envie qu'on a d'amener toute une génération, tous nos mômes, à quelque chose qui est de l'ordre d'être citoyen. C'est absurde. Ce qui se passe à l'école est un gaspillage absurde en ce moment. D'argent et Vous n'avez pas été convaincu par ce qu'a dit le ministre. Je lui laisse un crédit par rapport à tous ses prédécesseurs qui nous mènent à la 26e place de tous les classements possibles et imaginables. Cette école ne fonctionne pas en France, elle ne fonctionne pas du tout. Abnous Chalmani. C'est un homme compétent, à un poste, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas quelqu'un d'aussi compétent, qui réfléchit l'école depuis très longtemps. Je pense qu'on était dans un statu quo plutôt malsain autour et du lycée, et du baccalauréat, et surtout de l'entrée à l'université.
Et l'idée qu'une sélection n'est pas possible sans orientation, ça devient une fausse sélection, ce qui est plutôt bien, mais il faut mieux orienter, et c'est ce qu'il a l'intention de faire, donc je trouve ça très bien. Alors, la parole à Nathalie Saint-Cric et à François Langlais. D'abord, François, comment vous l'avez trouvé, le ministre? Sérieux, compétent, j'allais dire un peu le Raymond Barre de la rue de Grenelle. C'est-à-dire avec une forme d'expertise et marié avec le bon sens, le recours au bon sens, etc. La limite, c'est qu'on n'a pas vu apparaître beaucoup sa vision de la société. Si ce n'est, quand Nathalie l'a interrogé, à la fin, il s'est comparé à Chevènement en disant « je suis un conservateur de progrès ». C'est ça qui m'a manqué. Au fond, c'est le lien entre l'école et la société et la façon dont il projette le rôle de ce vaste ensemble. Vous avez senti qu'il ne voulait pas sortir de son champ, oui, qu'il voulait parler de l'école, oui, que de l'école oui, et rien que l'école. Absolument. Et de ce point de vue, j'étais un petit peu déçu, un peu frustré. Je m'attendais sur une émission comme celle-là à ce qu'il fasse des incursions dans d'autres territoires. Nathalie Saint-Cric. Ouais, on a tout fait pour essayer de lui faire des incursions, justement, notamment à propos de la laïcité. Ça a été un échec total. Je pense qu'il fait partie effectivement de toute cette nouvelle génération d'hommes politiques. Je ne sais même plus si on peut dire homme politique, donc de gouvernants qui considèrent que le pragmatisme est l'alpha et l'oméga de tout, c'est-à-dire qu'il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas, que l'idéologie, qui sont totalement désidéologisés, alors pour le meilleur, parce que ça évite de s'étriper sur un certain nombre de sujets qui, de toute façon, sont probablement caduques, parce que c'est plus le problème aujourd'hui, comme disait Romain Goubil, on regarde ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi, ce qui me manque un peu, c'est effectivement la vision, et puis ce côté, non pas techno. Au début, j'ai trouvé un peu, mais ce côté un peu, on se renferme, on est dans sa réforme, et on ne va pas un peu plus loin, mais ça a marché avec Édouard Philippe. Peut-être que c'est ça la nouvelle règle. C'est formidable ce que vous venez de dire, Nathalie Saint-Cric. C'est-à-dire qu'on dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. La plus grande ruse des hommes politiques de droite aujourd'hui, c'est de faire croire qu'ils ne sont pas de droite, qu'ils ne sont pas des hommes politiques, qu'ils sont pragmatiques et qu'ils n'ont pas d'idéologie. Moi, je considère que ce ministre a été excellent dans sa façon de parler et de présenter les choses, et que c'est un homme absolument dominé par une idéologie. Simplement, cette idéologie est assez habile pour faire croire que c'est du pragmatisme. C'est une idéologie, tout ce qu'il y a de plus repérable. Vous ne pouvez pas limiter sa pensée à quelque chose de droite, ni par exemple le grand oral, parce qu'on peut très bien considérer que le grand oral, c'est quelque chose de difficile pour les jeunes gens qui ne parlent pas bien. On peut aussi considérer que la disserte est un exercice très difficile pour les jeunes gens qui ont des problèmes difficiles. Donc, la méthode syllabique et la méthode... Vous reprenez sur le terme, ce n'est pas d'idéologie, c'est de l'idéologie, absolument. J'ai dit que ça avait une nouvelle génération, ou du moins qui désidéologisée, moins idéologisée, avec le pragmatisme qui se présente comme tel. Alors justement, sur cette question-là, c'est une question que vous avez posée, Brice Teinturier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous l'avez posée à un panel de Français. Diriez-vous que Jean-Michel Blanquer est avant tout un conservateur ou un homme de progrès ? Alors, il y a deux résultats importants, parce qu'il a cassé la baraque. Il faut quand même, je crois, l'admettre, quand on a un score 71%, c'est vrai que c'est sans appel. Convaincant, il a cassé la baraque. Est-ce qu'il est conservateur ou est-ce qu'il est homme de progrès ? 25% des Français nous disent qu'il est plutôt conservateur, 75% que c'est un homme de progrès. Ah oui, c'est étonnant par rapport à ce que vous disiez. Et on a rajouté un autre indicateur, je crois, qui est très éclairant par rapport au débat qui a commencé. On a demandé aux Français qui regardaient l'émission de situer Jean-Michel Blanquer sur un axe gauche-droite. Et c'est tout à fait éclairant. Vous avez 5% des Français qui le situent à gauche, 25% qui le situent à droite, et tous les autres ne le situent ni à gauche ni à droite, ou au centre, ou est à gauche, ou est à droite. Donc il est l'incarnation parfaite de l'explosion des clivages, de la Macronie. Il y a une idéologie, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gérard Mila, il y a forcément une idéologie, un système de représentation des valeurs, et il ne s'en est pas caché en disant d'ailleurs que l'éducation était un sujet éminemment politique. En revanche, sur cette question-là, il donne le sentiment de ne pas être dans un clivage gauche-droite, et les Français lui en sont profondément reconnaissants, parce que l'éducation, pour eux, doit échapper à ce clivage, malgré tout, gauche-droite, au profit d'une vision plutôt de progrès, et ça, ils y adhèrent massivement. Il y a une question sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est la question de la laïcité. Nathalie Saint-Cric dit qu'il a fait l'anguille, d'une certaine manière, sur la question de la laïcité, si je ne déflore pas vos propos. Je voudrais qu'on réécoute ce passage sur la laïcité. Nous devions avoir une laïcité qui soit une laïcité
sereine, une laïcité qui inclut. Il n'a rien dit d'autre. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que nous avons besoin de faire respecter la laïcité. C'est ce que je fais en tant que ministre de l'Éducation, avec toutes les mesures dont j'ai parlé. Et je le fais évidemment en lien avec le président de la République. Il n'a rien voulu dire d'autre. Après, quand il parle je ne sais pas d'ailleurs s'il a vraiment parlé en ces termes-là, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne doit pas passer de l'autre côté du cheval, comme on dit. Est-ce que les réponses du ministre vous ont semblé suffisantes, convaincantes, ou est-ce que finalement la laïcité, c'est de manière générale, concernant Emmanuel Macron, et particulièrement sur l'éducation avec Jean-Michel Blanquer, l'angle mort de la politique d'Emmanuel Macron? Oui. Non, c'est vraiment le niveau de la politique de Macron, c'est peut-être ce que j'ai plus à lui reprocher, c'est de ne pas prendre la laïcité à bras-le-corps et de vraiment remettre du sens. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité à l'école? C'est devenu quand même un sujet un petit peu tabou, un petit peu difficile, et on est ici entre des professeurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire cours, qui n'arrivent pas à organiser des voyages, des sorties scolaires dans des églises par rapport à des élèves d'origine musulmane qui ne veulent pas y aller, etc., qui a un problème pour enseigner la Shoah. D'un autre côté, d'autres profs disent que c'est merveilleux, tout se passe très bien. C'est assez compliqué. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre le sujet sur la table. Moi qui ai bénéficié de l'école d'avant, qu'elle dégénère, je pense que d'être la dernière génération à avoir bénéficié de cette école laïque où la question du religieux ne se posait pas. C'est impossible de revenir en arrière, mais je pense qu'il faut la réfléchir, mais c'est un point faible de Macron. Cédric Villani, vous entendez, point faible de Macron, la laïcité? Moi, j'entends, dans la réponse du ministre, il y a eu autre chose. Il a parlé de la façon d'accompagner les enseignants qui se posaient des questions, il a parlé d'un conseil sur lequel on pouvait s'appuyer, et il a bien dit, il faut à la fois qu'il y ait la parole de l'État, et il faut qu'il y ait sur le terrain des gens qui soient prêts à accompagner, conseiller. Je pense que cette approche à la fois locale et globale est importante, et je salue la volonté du ministre de travailler sur la structure d'ensemble et pas seulement sur le discours. Et vous êtes d'accord, Romain Goupil, ou vous êtes aussi sur votre faim sur ces questions-là? Non, je trouve que là, même l'extrait qu'on revoyait, il a une essaye d'un peu de concilier, de pas dire il faut une laïcité revancharde, exclusive, il faut ouvrir le débat. C'est vrai que... s'éloigne de la position valsiste très clairement. Exactement, c'est-à-dire, et ça c'est plutôt bien pour calmer les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'école, bien sûr que maintenant on en a le résultat avec ce que vous citez comme exemple, mais c'est parce que ça ne va pas depuis le début. Avec ce système de fonctionnement où on sélectionne les enfants en disant il y a les mauvais ou ceux qui n'y arriveront pas et il y a les bons qui vont y arriver, forcément, on va créer une école qui n'est pas du tout l'école de la République, qui est une école aristocratique, qui n'est pas du tout l'école républicaine, comme on dit, ou une école d'excellence. Est-ce que vous ne mélangez pas la question de l'école en général avec celle du communautarisme? Je mélange exprès en disant il y a quelque chose qui se passe très mal dès les petites classes, la façon dont on éduque, on élève ses enfants, va amener tous ces problèmes après, avec les ghettos, avec le problème des différences qu'il y a entre les uns et les autres. Alors, non, ce qui est intéressant sur la question de la laïcité, c'est qu'on voit aussi quelle est la philosophie de Jean-Michel Blanquer à cet égard, qui le ramène un petit peu des pères fondateurs de l'école. Et c'est quelqu'un qui, en ce sens, est plutôt tenant de la ligne progressiste qui était celle de Jules Ferry, en fait, et de l'école de Jules Ferry. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à le classer. Parce que d'un côté, il appartient à ce progressisme pour lequel la laïcité est extrêmement importante. Et d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un, en effet, qui a cette vision de l'école comme d'un endroit où eh bien, on apprend le passé pour mieux se préparer à l'avenir. Je voulais simplement dire tout ça pour revenir à ce clivage conservateur progressiste sur lequel on est passé assez vite, qui est très intéressant pour comprendre le personnage. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre entre ces deux forces. Et c'est au risque de ne pas prendre position? Peut-être, parfois sur certains sujets, parce que par exemple sur les matières qu'il faut enseigner, c'est quelqu'un qui va nous dire c'est important de faire du grec, c'est important de faire du latin, mais il va nous dire il faut aussi apprendre à faire du code informatique, il faut aussi peut-être apprendre à traiter les algorithmes. Et donc tout le monde trouve ça très bien, magnifique, mais il faut peut-être choisir, parce que la journée d'école n'est pas assez longue pour faire tout ça. Donc ça, je pense que c'est un point de crispation possible, parce qu'il veut essayer de concilier des contraires qui, concrètement, vont créer des tensions. Gérard Miller. Je pense qu'il était embarrassé pour une raison qu'on peut peut-être formuler de façon plus nette qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, c'est que la laïcité que nous, j'espère, nous aimons tous et que nous défendons, est en même temps aujourd'hui devenue un étendard d'un certain nombre de gens, pas seulement d'ailleurs de Valls, d'un certain nombre de gens, j'oserais dire pire que lui, qui brandissent la laïcité pour
viser une partie de la population française, notamment ceux qu'on désigne comme les musulmans, les arabes, que sais-je. Donc il faut effectivement aujourd'hui avoir des hommes politiques capables à la fois de défendre à 100% la laïcité, d'être intransigeants sur la façon de faire des cours, sur le fait qu'on ne peut pas manquer les cours de sciences ou d'aller à la piscine, et en même temps de ne pas servir de la laïcité pour taper sur les musulmans qui ont exactement les mêmes droits que n'importe qui. Vous n'êtes pas d'accord ? En l'occurrence, sur le problème de la piscine précisément, il n'y a que des jeunes filles d'origine musulmane qui sont interdites de piscine. Donc on ne peut pas non plus parler de la laïcité en faisant comme s'il n'y avait pas un problème avec certaines familles. Et justement, le problème, c'est de refuser d'en parler et de catégoriser en disant alors ceux qui soutiennent la laïcité sont contre les musulmans et les autres sont pour. Il n'est pas question d'être pour ou contre les musulmans. Il est question de préserver à l'école une certaine neutralité. Non, mais je suis d'accord, mais vous avez bien repéré, puisqu'on citait le nom de Valls notamment, vous avez bien repéré que c'est l'occasion, la défense de la laïcité par un certain nombre de gens. Je ne parle pas de Valls, d'extrême droite, de brandir la laïcité tout d'un coup pour se mettre à taper sur une partie de la population française. Vous le savez bien, que c'est quand même à ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je trouve que c'est devenu très embêtant de parler de la laïcité parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui se tourne vers moi en me disant « Ah oui, mais c'est le sujet d'extrême droite depuis. » C'est devenu le sujet de l'extrême droite parce qu'on leur a laissé comme énormément d'autres sujets. C'est un vrai sujet et c'est normal d'aller à l'école débarrasser de sa religion. L'école est comme le lieu, on est en train de se découvrir autre chose que ce qu'on a à la maison. Oui. En première remarque, et pour aller dans ce sens-là, il y avait un mot-clé dans la réponse du ministre, c'était inclus. Une laïcité qui inclut, on ne veut pas être dans l'exclusion ou dans le fait de jeter l'opprobre sur une partie des élèves. En second, l'école, c'est aussi bien sûr des problèmes pragmatiques de terrain. Évidemment que ce n'est pas une situation acceptable si on a une proportion des élèves qui se dispensent de piscine pour une raison qui, on devine, n'est pas vraiment sincère. Cependant, on ne va pas y aller avec la force. On ne va pas, sur le terrain, contraindre les jeunes à aller à la piscine. Il y a des problèmes pragmatiques à résoudre sur le terrain, et ça se fait par l'accompagnement, pas en tapant. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous me faites la transition sur un sujet qui a marqué l'actualité ces derniers jours, et j'aimerais vous faire réagir. C'est le sujet Ménel. Est-ce qu'il fallait y aller avec la force ou pas ? Est-ce qu'elle avait le droit à l'oubli, ou est-ce que c'est bien qu'elle soit sortie du jeu après ces tweets complotistes ? Écoutez. Qu'elle a écrit il y a quelques années, enfin il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est évidemment choquant quand on sait à quoi cela renvoie. Ça renvoie à des attentats, à des victimes, à des gens qui sont morts. Donc vous comprenez qu'il valait mieux qu'elle quitte le jeu ? Je comprends qu'il y ait énormément d'émotions par rapport à ça. Et en même temps, je sais voir que c'est une jeune femme qui, évidemment, ne doit pas jouer sa vie sur une chose comme ça. Qu'est-ce que cette affaire Ménel ? Des gens qui rentrent et des gens qui sortent. On est en direct. Ils sortent. Vous êtes sur France 2. Qu'est-ce que cette affaire Ménel dit de la société française, de la jeunesse française ? Qu'est-ce que vous avez pensé ces derniers jours sur cette affaire-là ? J'ai été fou furieux parce que, d'une part, d'où est partie cette affaire ? Je suis désolé, des réseaux d'extrême droite, premier point. Deuxième point, c'est un fait que beaucoup de jeunes disent un certain nombre de conneries, exactement comme elle a dit, elle, des conneries. Bon, elle a dit des choses qui sont absolument grotesques, ridicules, on peut même dire scandaleuses. Je suis prof à la fac, j'en entends aussi des vertes et des pas mûres. Je suis pour qu'on ne jette pas de l'huile sur le feu sur ces histoires-là. Donc évidemment que c'était ridicule de considérer que cette fille devenait tout d'un coup, cette jeune fille, devenait tout d'un coup, je ne sais pas, le porte-parole des complotistes. Elle a dit des conneries, elle chantait très bien, qu'on lui foute la paix. Je voudrais juste dire... Non, mais je rajouterais juste une chose quand même sur la laïcité, c'est que c'est une chose de défendre la laïcité et d'aller emmerder les gens sur ce qu'ils mangent à la cantine, sur la façon dont ils s'habillent, c'est quand même une autre question, et sur la façon dont ils ont fait des tweets lorsqu'ils avaient 22 ans. Sur Ménel, votre position. Non, mais ce qui est terrible aussi, c'est que c'est vrai qu'à 15 ans, on peut dire et on peut écrire des bêtises et qu'on ne prépare pas du tout les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux, au sens où on fait comme si les réseaux sociaux étaient privés. Or, c'est comme si on allait dans la rue et qu'on criait des choses. Et après, on se dit, 5 ans après, il y a des tweets qui ressortent et on se dit, mon Dieu, mais telle personne a dit ça, mais j'ai pas fait exprès d'écrire ça. Donc, les gens ne sont pas responsables. Et cette jeune fille, elle est à la fois responsable et pas responsable d'avoir, évidemment, tenu ces propos-là, mais aussi de penser que ça pouvait ne pas porter à conséquence à partir du moment où elle allait sur la place publique, dans une émission aussi regardée. C'est totalement irresponsable quand on y pense. Moi, je trouve que bêtement, on s'est fait avoir par les barbus, si je peux me permettre. C'est vraiment, on s'est fait avoir. Et je ne connais pas cette jeune femme, c'est pas une personne politique, c'est pas quelqu'un qui a un parti politique, mais effectivement, au-delà des tweets, ces clips sont réalisés par des associations
proche des frères musulmans et des islamistes, qu'elle fréquente des gens qui font partie de cette mouvance, qui sont absolument tous sauf des démocrates. Mais à la base, l'emballement qui a lieu, et comme vous dites, alors la fachosphère contre les autres, les gentils contre les méchants, je pense que c'est plus compliqué, mais qu'on s'est fait vraiment avoir par les barbus. Romain Goupil, vous êtes d'accord? Vous êtes plutôt d'accord avec Gérard Miller? Non, je suis vraiment d'accord avec Gérard. Là, c'est le ministre l'a dit, vous n'allez pas condamner pour des trucs qui ont été écrits à 15 ans toute sa vie. Mais c'était pas à 15 ans, c'était après les attentats de Nice. C'était à Nice. Donc là, oui, mais quel âge elle avait? Elle n'avait pas 15 ans. Elle n'avait pas 15 ans. Non, elle n'avait pas 15 ans. Elle avait 20 ans, il me semble. Elle avait 20 ans. Il me semble qu'elle a 22 ans. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'elle a 22 ans aujourd'hui. Donc les tweets ont été écrits à l'âge de 20 ans. À 20 ans, quand même. Elle est quand même responsable. Bah, si ça a été écrit, là j'ai mal compris, je suis pas au courant je suis pas Voice ou je sais pas que c'est quelle émission. The Voice. The Voice. Non mais j'ai pas suivi. Rassure-toi, je peux te dire, et je le dis à Léa qui est beaucoup plus jeune que Goupil et moi, que nous nous sommes battus physiquement quand nous avions une vingtaine d'années contre un certain nombre de gens, des groupes d'extrême droite dont on parlait, qui sont devenus ministres de la République. On ne va pas leur rappeler, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas être désagréable, on ne va pas rappeler toute une série de choses ou dites ou faites par un certain nombre de gens qui sont devenus On va ministres. parler de mai 68, vous êtes concernés tous les deux. C'est peut-être plus grave que d'écrire un tweet. Je voudrais juste entendre Cédric Villani sur mes... Mon commentaire, et si je voudrais bien élargir le débat. Les réseaux sociaux sont arrivés à toute allure. On n'a pas eu l'éducation aux réseaux sociaux. On a vu quand ils sont arrivés, les gens se sont lâchés. Tout le monde a dit des choses en se disant c'est un espace de liberté. On peut dire tout ce qu'on a sur le cœur et en avant publiquement. Sans se rendre compte que ça compromettait des carrières, que c'était des choses qui restaient après, qui vous suivaient pendant des années et des années. Et ici, on a l'exemple. Je vais en profiter pour noter quelque chose qui n'a pas été tellement commenté dans la réforme du bac. C'est la mise en place dans le tronc commun de l'enseignement humanité numérique, qui est là aussi pour parler du rapport avec le numérique, du rapport avec l'évolution des sciences et des nouveaux comportements qu'il faut avoir par rapport à ça. Tiens, avant de passer à mai 68, je vais vous faire réagir. Luc Ferry, ancien ministre, a dit aujourd'hui les maths au quotidien, ça ne sert à rien. Ça vous a fait sauter? Ça vous a fait sursauter, ça? Il y a plusieurs, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vu l'extrait, je ne sais pas dans quel sens il l'entendait exactement. Mais je me souviens d'une vidéo dans laquelle le grand mathématicien André Lich-Nérowitz disait « Les maths, ça ne sert à rien et ça sert à tout. C'est une façon de voir les choses. Souvent, ça sert à très peu de choses dans la vie quotidienne. Parfois, quand vous voulez monter votre entreprise, quand vous vérifiez vos impôts ou qui sait quoi, oui, vous servez d'opérations mathématiques de base. Mais l'intérêt des sciences mathématiques, il est souvent intangible. Il est dans les capacités de raisonnement que vous avez pu développer sans vous en rendre compte en travaillant sur un problème de maths. Il est dans le fait que vous pouvez profiter de la technologie qui utilise à forte consommation de mathématiques. Il est des fois dans le fait de comprendre la culture, ce qu'il y a derrière tel ou tel progrès. Mais ce n'est pas au sens strict le théorème que vous avez employé. C'est peut-être, j'imagine, en ça que Bien. Emmanuel Macron, légèrement mal à l'aise sur la question de la laïcité, c'est ce que vous disiez. Mal à l'aise aussi un petit peu sur la commémoration de mai 68. C'est un événement dont vous allez beaucoup entendre parler dans les prochains mois, au printemps. Mai 68 à 50 ans. Et ça devait être commémoré, puis finalement, ce n'est pas commémoré. Pourquoi, Romain Goupil? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien à commémorer, c'est de la propriété de personne 68. C'est-à-dire que là. On a entendu, il y a eu des bruits comme quoi Emmanuel Macron allait faire quelque chose, et puis finalement, non. Non, il y a eu des bruits comme quoi, il y a un moment donné, on allait peut-être faire un débat sur le sens des utopies au XXe siècle, et là s'inscrivait peut-être une discussion sur 68. Peut-être que ça aura lieu, mais commémorer précisément 68, mais c'est franchement ridicule. Quelle date, quel moment, quel acteur, c'est étonnant ce que vous dites. On va en parler, on va voir avec Jean-Baptiste. Mais on a l'impression que les acteurs, je ne sais pas si vous êtes comme ça, Gérard Miller, il y a un petit mai 68 honteux. Il y a un mai 68 tout à fait honteux de la part de ceux qui se sont trompés. Toute une série de groupuscules dont j'appartenais ont eu à l'époque une vision qui était simplement 68 et la répétition générale de 1917. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes trompé. Vous êtes un peu honteux. Mais 68, et ce qui fait le truc magnifique et génial de cette histoire, c'est que c'est tous les gens qui ont participé à 68 qui n'étaient pas dans ces groupuscules. On va en parler. François Langlais notamment. François Langlais a une théorie, il va vous la donner dans un instant, mais d'abord Jean-Baptiste Marteau.
si vous le voulez bien. Jean-Baptiste, on va se remettre en tête ce qu'était mai 68, une révolution, une libération, mais aussi des violences, un pays déchiré. Petit rappel d'abord des chiffres et des acteurs de cette période, vous êtes dedans, Romain Gouffin. Oui, on parle de mai 68, c'est vrai que ça dure un petit peu au-delà, au moins jusqu'en juin 1968. Au total, mai 68, ce sont 6 semaines d'occupation de la Sorbonne, par exemple. 2 semaines de grève générale. On peut compter jusqu'à, et même un peu plus, peut-être 7 millions de grévistes, c'est énorme. Et également entre 4 et 6 morts selon les sources, dont un CRS. Mai 68, ce sont d'abord des acteurs politiques, étudiants, syndicalistes. Du côté du pouvoir, bien sûr, il y a le président de la République de l'époque, le général de Gaulle, Georges Pompidou qui est à Matignon, et puis un personnage peut-être un peu moins connu, mais qui a un rôle essentiel, c'est le préfet de police de Paris qui est à droite, Maurice Grimaud. Il va jouer un rôle important. Du côté des contestataires, maintenant, certains restent encore aujourd'hui des personnalités que tout le monde connaît, bien sûr, Daniel Cohn-Bendit, étudiant à Nanterre, fondateur du mouvement dit du 22 mars. Votre invité, le réalisateur Romain Goupil, avec quelques années de moins, qui crée le comité d'action lycéen. Alain Krivine, qui dirige la jeunesse communiste révolutionnaire, mais aussi des intellectuels de l'époque extrêmement engagés, comme Jean-Paul Sartre ou Jean-Luc Godard-Léa. Alors, mai 68 a permis de nombreux acquis sociaux aux conséquences qui font encore débat aujourd'hui. Oui, alors parmi les acquis directs, on va citer bien sûr l'augmentation du SMIC, plus 35% quand même, c'est énorme. Une hausse moyenne des salaires de 10%, mais également la création, par exemple, d'une 4e semaine de congés payés ou encore la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mais mai 68 a également eu des conséquences sociétales à moyen terme. La plus évidente, bien sûr, reste peut-être la libération sexuelle, l'émergence des mouvements féministes comme le MLF, qui aboutira à la loi sur l'avortement en 75. C'est aussi le début de ce qu'on va appeler le droit de l'enfant. L'enfant qui a des droits, puis cette jeunesse qui va devenir une force politique qui aboutira à la majorité à 18 ans en 74. Enfin, et c'est ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui, une défiance à l'égard du politique. Il est interdit d'interdire. Remise en cause générale de l'autorité, celle des maîtres, des militaires, mais également des parents. L'héritage de mai 68, qui, vous le voyez, est encore un sujet très polémique 50 ans plus tard. Ben oui, on va en parler. C'est parce que c'est polémique, donc c'est intéressant. On va en parler ce soir. Et c'est Danny Cohn-Bendit qui en parle toujours le mieux. Écoutez. Les gens voulaient s'approprier leur vie. Donc s'approprier la rue, donc s'approprier l'usine, mais pas s'approprier le pouvoir. 68 part à la conquête de la liberté, des libertés et de l'autonomie. Aujourd'hui, on veut partir à la conquête d'une sécurité. C'est ce que vous dites, François Langlais, c'est votre théorie. 68, 2018, d'un côté on voulait la liberté, aujourd'hui on veut la sécurité, et même en économie. Bien sûr, il y a un retournement complet. Ce qui est constitutif de 68, c'est cette pulsion libertaire qui a été portée par une génération qui avait justement 20 ans en ce moment, et qui, à mesure qu'elle s'intégrait dans la société, qu'elle grandissait, qu'elle prenait des responsabilités dans l'entreprise et au plan politique, a en quelque sorte développé cette liberté, jusqu'à en faire d'ailleurs le libéralisme, parce que, comme toujours, l'économie ne fait jamais que ce que son maître lui demande, c'est-à-dire son maître, c'est bien sûr la société. Quand la société veut la liberté, l'économie fait du libéralisme. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un vrai continuum entre mai 68 et la crise financière. C'est la même histoire, portée par les mêmes gens. Et d'ailleurs, en 2009, les banquiers disent « il est interdit d'interdire ». C'est-à-dire qu'ils reprennent eux-mêmes les slogans de 68. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que suggère Cohn-Bendit. Le renversement. Mais oui, on entre dans une période, parce que exactement comme les 68ards, la génération actuelle se construit par rapport à ce qui a précédé, pour en prendre le contre-pied. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est le besoin de protection. Très probablement, nous avons sous les yeux une jeune génération qui a ce besoin-là, et qui va le porter, le développer et l'intégrer aussi à la fois dans l'économie à mesure que cette génération conquérera les différents postes de responsabilité dans nos sociétés. Alors je parle aux deux jeunes qui étaient probablement pas nés, ou tout juste, je ne veux pas déflorer parce que c'est des femmes. Qu'est-ce que c'est mai 68 Ah bah non. Ah bah oui, bah non, on s'en n'a pas le fout. droit de dire. Qu'est-ce que c'est mai 68 pour vous? Ah bah c'est un grand moment. Non mais c'est un grand moment, c'est surtout qu'on l'a vécu dans l'histoire, nous. On l'a vu comme un grand moment. Enfin, je sais quand j'étais lycéenne, c'était la référence absolue. Il fallait tendre vers ça. Dès qu'on faisait une micro-manif, on avait l'impression de faire 68. Oui, sauf que ça a ensuite, marqué il y a eu tout le monde. procès Mais de 68. C'est compliqué. Alors déjà, ça fait des très bons films et des très beaux livres. Le dernier étant Le Redoutable. C'est quand même dingue que ça continue à inspirer à ce point-là. Donc, de Michel Hazanavicius. Sur Godard. C'est Godard 68. en 68 particulièrement. Et ça a commencé, disons, je pense que ça a commencé un peu avec Houellebecq, qui faisait le procès
et dire presque morale de la morale 68 Art, qui était vraiment, et donc je pense que ça a été l'ouverture des Éric Zemmour, qui dans son livre Le suicide français donne globalement, beaucoup... Éric Zemmour est à peu près contre tout. Non, non. Il est totalement contre 68. Il faut dire les choses. Oui. Éric Zemmour fait le procès de 68 en disant c'est le début de la fin de la grande déconstruction, de la déconstruction de l'école notamment. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui a très bien fonctionné jusqu'à une certaine mesure. Mais les choses arrivent, dégénèrent, on recommence, c'est tout à fait normal. Mais ça a été un grand moment. Laetitia Stroche-Bonnard, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? Non, pas tout à fait d'accord. En tout cas, moi, je me positionne pas personnellement par rapport à mai 68. Ça peut paraître étrange, mais pour moi, c'est pas un grand moment que je célèbre, même sans l'avoir vécu. Mais c'est pas non plus l'horreur que décrit Éric Zemmour. C'est quelque chose qui fait partie de notre présent, même pour les jeunes générations. Pourquoi? Parce que tout ce qui est venu pendant et après, on en a gardé beaucoup. La libéralisation des mœurs, elle est toujours là, enfin plus ou moins là en tout cas. Le divorce par consentement mutuel, c'est à la suite de 68. La libéralisation, l'autorisation de l'avortement. Donc vous pensez pas que c'est le début de la fin, quoi? L'abolition de la peine de mort en 1981. C'est toute une continuité de mouvements de libéralisation dont on est plus ou moins les successeurs. Après, oui, bien sûr, il y a une recherche d'équilibre. Et ce que vous disiez, Monsieur Langlais, est très intéressant parce que il n'est pas forcément mauvais de rechercher une forme de sécurité aussi. Tout vouloir toujours tout détruire, tout vouloir toujours tout changer, bouger, faire la révolution, c'est pas forcément... détruire ou les reconstruire autre chose. Mais ça ne s'est pas toujours traduit comme ça. Et c'est aussi important de... l'autre chose sur laquelle on peut construire et de conserver. C'est ça que je voulais dire. On s'est trompé, Gérard Miller. Est-ce que vous avez le mai 68 honteux? Alors, pas une seconde. Moi, j'ai le mai 68 hyper heureux. C'était une période extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre de mai 68, si moi je devais résumer mai 68, c'était une période où tout le monde était convaincu qu'un autre monde était possible. Et je crois que de ce point de vue-là, ça reste très vrai aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les manifestations étaient finalement relativement secondaires, même si on les monte sans arrêt. Ce qui était le plus essentiel, et je parle sous ton contrôle, c'était le fait que quasiment toute la journée, nous passions notre temps à bavarder, à parler. Vous étiez dans la rue, vous vous arrêtiez à un coin de rue, il y avait tout de suite 100 personnes qui se mettaient à discuter et qui étaient d'ailleurs pas du tout d'accord. Il n'y avait aucune violence. Donc mai 68, c'est un moment, il faut imaginer ça, où tout le monde s'est arrêté. Arrêté de travailler, arrêté de rouler en bagnole, arrêté de consommer, et tout le monde s'est dit, et si on faisait autre chose? Ça reste d'actualité. Ça vous fait rêver? Moi, je trouve ça fascinant, effectivement. Quand j'entends Gérard Miller, quand j'entends Romain, quand j'entends les uns et les autres, je suis d'accord avec le fait que c'était un moment d'histoire qui a laissé des traces extraordinaires, qui aéraient par certains côtés, certainement. Lesquels? C'est dommage qu'on associe mai 68 soit tellement associé à la révolte contre le travail, vu comme oppressant, et qu'on ait loupé le fait qu'il y a un rôle de réalisation dans le travail, de projet personnel qui peut être extrêmement important. Je ne dis pas que les gens de mai 68, ça va passer en tête, mais dans la façon dont on se représente mai 68, cet aspect-là, je trouve, a été... Vous vous rappelez ce que c'était que... Je dis juste pour les plus jeunes, à l'époque, il y avait des esclaves. Ah non, c'est pas possible. Si, qu'on appelait les OS. C'était des ouvriers sous-qualifiés qui venaient en général de la campagne, qui étaient souvent les plus faibles, qui étaient souvent les immigrés, qui bossaient sur ce qu'on appelait des chaînes et qui avaient un boulot, mais de fou. Ils étaient avec des véritables maîtres derrière, des gens qui les obligeaient. Tu as connu ça. Moi, j'étais étudiant à Nanterre à un moment donné. Je traversais pour aller à la fac un bidonville où il y avait 10 000 personnes. Et un peu plus loin, il y avait des OS qui bossaient. Ben, je m'excuse, ça vous rend légèrement révolté. Cédric Villeni, allez-y. C'était ça le boulot à l'époque. C'est fascinant d'entendre ça, ça se met en perspective. Et ce qui me fascine plus que tout, je dirais, c'est ce qu'évoquait Gérard Miller il y a quelques instants. Le fait que tout le monde s'arrête, discute, et que, comme si, à l'espace d'un instant, la nation discute finalement qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi le projet de société? Et ça, c'est un moment précieux dans l'histoire où le plus souvent, on a l'impression qu'on est le jouet de plein d'autres forces, de la montée de la technologie, des évolutions de ceci et de cela. Il y a quelque chose qui fait que c'est absolument incroyable qu'on en parle encore maintenant, 50 ans après. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'absolument magnifique au niveau de se poser la question pourquoi on vit ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? C'est pour ça que 68, on est toujours en train d'en discuter. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu les 3 morts à Lyon, effectivement, mais ça n'a pas été sanglant. Il y a eu des violences quand même. Il y a eu des violences, mais j'en fais partie. J'en étais un des acteurs. Mais ça va. On est... Non, mais elle a aussi accouché surtout de la violence, les conséquences. Ce qui s'est passé, et c'était nécessaire pour renverser cet ordre établi, pour renverser ce patriarcat et pour aboutir à ce qui est encore la violence
était nécessaire, c'est ce que vous dites? La violence était tout à fait nécessaire à ce moment-là. Non, vous n'êtes pas d'accord. C'était- Attendez. mais c'était- Non, on sortait elle ne va d'une- pas vous laisser dire On ça. sortait d'une société. La violence n'est jamais Mais bien nécessaire. sûr, elle était tout à Les fait deux femmes nécessaire. sont d'accord. Les gens C'était une discutaient, période, donc. on sortait à peine de toutes les tortures contre les Algériens à Paris, de ces manifestations où il y avait Oui, c'est des jamais une centaines assez de bonne morts. raison, hein. C'était- On répond pas à la c'était violence par la bon, violence. Vous avez- vous laissez parler vous les vous rendez femmes, pas compte, allez-y. on sortait d'une France qui Si, était... si, je me rends compte, je suis qui historienne était- en plus. Qui torturait en Algérie, c'était une France qui avait Mais je collaboré suis au courant, tout le avec monde, les mais bien nazis. sûr, on a collaboré. Donc, du coup, Pourquoi vous à un êtes- moment, pourquoi il vous n'êtes pas fallait- d'accord avec tout le monde ça? c'est que mai 68, et d'ailleurs c'était pas que français, je veux dire, là on est en train de parler comme si c'était un événement franco-français, jusqu'en Iran il y a eu des répercussions, dans toute l'Europe ça a manifesté, toutes les universités ont fait leur mai 68 et c'est pour ça qu'on en parle, parce que ça a été radical et que toutes les lois, et d'ailleurs on n'a pas attendu 68, en 65 les femmes ont pu travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc pour moi ça s'étale en gros de 62, au moment où Marie Kant dessine sa première mini-jupe, et ça va jusqu'à effectivement la peine de mort. Pour moi c'est à peu près ça. Dans les choses positives, il n'empêche que c'est quand même mai 68 qui a accouché de la gauche prolétarienne et qui a accouché des Brigades Rouges et de tout Non, ce ça qui a n'a rien mis... à voir. Ah bah si, c'est des gens c'est un sortis... débat. C'est la pensée de 68. Attendez, il y avait des extrémistes en 68 déjà. Vous avez remarqué, non mais Il y avait aussi des extrémistes qui voulaient tout ce de qui a suite été prendre les formidable armes. en France. Expliquez aux gens que ce qui a Alors, été en France, formidable on a en fait- France, c'est que les Bah, ça a gauchistes, pas pris. les gauchistes, la Les gauche maoïstes prolétarienne, n'ont j'en pas étais réussi membre. à jouer au C'est brigand. que, c'est que en Là, France, nous n'avons pas dommage. connu, nous n'avons pas eu de mort, nous n'avons Oui. pas eu ce qu'ils appellent la jambisation, comme en Italie, Oui. cette horreur absolue de tirer Tirer sur dans les les jambes genoux. des gens. Sur En les genoux. France, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, le mouvement a été violent par moments, mais beaucoup plus Est-ce que symboliquement le violent. maoïsme n'a pas pris ou... Beaucoup plus symbolique. coup de bol. Mai 68, c'est très peu de violence. Et les années qui ont suivi, c'est très peu de violence par rapport à ce qu'était la Oui, c'est vrai société. qu'Action Directe n'a pas... Mais ça n'a rien à voir. Brice Tenturier veut la Ça n'a parole. rien à voir. C'est bien Bah, après. si. Vous ne Oui, mais connaissez c'est pas un l'histoire. enfant de... Brice 68. Tenturier veut la si. parole. Ah bah bien sûr. Juste pour souligner qu'il y a un fil qui va de mai 68 jusqu'à aujourd'hui et qui, pour le coup, ne procède pas d'une inversion, c'est le triomphe de l'individu aussi, c'est-à-dire l'individu par rapport à des normes extérieures. Vous avez parlé de patriarcat, mais tout simplement le refus de plus en plus marqué de l'individu de se soumettre à un certain nombre de normes extérieures. Le deuxième élément, c'est une aspiration à essayer de définir l'idée de bonheur, qui est quelque chose qu'on n'entend plus aujourd'hui, parce qu'on est effectivement dans un autre monde où cette idée-là... Oh, on l'entend quand même, le bonheur. Beaucoup moins, beaucoup moins. Il y a quand même une conscience de la dureté du monde, d'un rapport au monde perçu comme menaçant, comme anxiogène, de la question de la disparition du monde tout simplement à travers des menaces environnementales ou nucléaires, qui fait que la question du bonheur ne se pose pas aujourd'hui comme elle a été posée en mai 68. Et puis le troisième élément, juste très rapidement, c'est pour dire que mai 68 est devenu un objet politique qui clive les Français. Parce qu'on le réduit parfois à une dimension, notamment la question d'autorité, et ça a été travaillé par les responsables politiques pour en faire un objet, justement, d'entraînement. François Langlais, d'un mot. Tel ou de segment. Non, pour répondre à Brice, je pense qu'on est à la fin aussi de ce mouvement d'individuation extrême, parce que les gens en souffrent. Et il me semble sourdre, au contraire, de la société, un désir de collectif qui s'exprime probablement de façon encore assez embryonnaire dans la politique, mais qui va probablement s'exprimer dans les années qui viennent. Au fond, après la liberté ou après les excès de la liberté, on cherche l'autorité. Le populisme, pour le coup, en est d'une des manifestations, et les limites, les frontières, le retour des frontières. Est-ce que ça n'est pas ça? Est-ce que ça n'est pas le symptôme de l'épuisement de la vague libérale de 68? Alors, le retour des frontières, le retour de l'autorité, il était interdit d'interdire en 68. Aujourd'hui, on interdit. Ou en tout cas, face à la pression, Gallimard renonce à publier les pamphlets de Céline. On ne commémore pas Maurras, comme la ministre avait laissé dans un premier temps, avait validé l'idée de commémorer Maurras. Écoutez sur Céline, écoutez Nicolas Sarkozy sur Public Sénat. Moi, je crois que ça ne valait pas la peine de les publier, parce que l'époque, avec les réseaux sociaux, est une époque qui a si peu de repères. Pourquoi étudier, travailler des textes qui sont à ce point scandaleux, à un moment où le racisme et l'antisémitisme sont extrêmement prégnants? Je ne vois pas ce que ça amène. Alix. Alors, Nicolas Sarkozy dit c'est pas le moment, c'est pas la période. Avec la montée de l'antisémitisme, ne publions pas les pamphlets, c'est trop dangereux. C'est vraiment, alors là, pour le coup, un faux débat. C'est partout sur Internet, vous trouvez Mein Kampf, vous trouvez les livres de Maurras, vous trouvez Céline, les pires livres. Je préfère encore que les livres sortent avec une série de notes et d'explications. Qui va aller chercher ces livres? Qui a envie, en ce moment, d'aller chercher ces livres? C'est des militants identitaires, fascistes ou fascisants, ou qui vont chercher ce matériel. Ils le
le trouveront. C'est une. Ils le trouvent déjà. Ils le trouvent Il est déjà, sur Internet. ils l'ont déjà, bien sûr. Donc là, je trouve c'est mieux d'avoir ces notes critiques. Mais bon, je ne suis pas pour publier et faire un effort. Quelqu'un a un avis divergent? Alors, je ne suis pas pour interdire. Non, je suis au contraire, je suis complètement en phase. La publication officielle est l'occasion de mettre des notes d'explication, du contexte, des avertissements ou qui sait quoi, premièrement. Et deuxièmement, quand on interdit quelque chose et qu'on veut le cacher, c'est un très bon moyen pour lui faire de la publicité et pour attiser la curiosité des uns et des autres, qui pensent qu'il y a un complot, qui pensent beaucoup de choses. Mais alors, moi, j'irai plus loin. Je ne pense pas qu'il faut publier, justement, parce que c'est sur Internet, parce qu'il suffit de taper et tout est là, balancé avec des extraits mis en exergue, et que de toute façon, ceux qui ont envie, qui pensent que le protocole des sages de Sion est un vrai livre et pas une contrefaçon, ils le citent et ils vont le chercher tranquillement sur Internet. Nathalie Sincré, est-ce que vous êtes d'accord avec les 3 personnes qui ont pris la parole? C'est simple, c'est que le principe du c'est pas le moment, ça peut aller très loin. C'est pas le moment de mettre Houellebecq, parce que ça met de l'huile sur le feu, soumission. C'est pas le moment Céline, c'est pas le moment. Alors, je veux dire, qui définit le moment, qui définit les règles et qui définit. Bon, donc c'est juste. Non, mais Nathalie, on peut être d'accord sur le fait simplement que la commémoration, c'est peut-être pas le la mot commémoration, le plus habile. en ce qui concerne Maurras, moi, la seule chose qui me gêne, c'est je suis bonne patte, mais enfin, je ne vais pas pleurer non plus sur le fait qu'on ne publie pas. C'est-à-dire que ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on nous dit alors, monsieur Miller, alors, monsieur Goupil, vous êtes pour ou contre? Mais je vous emmerde, je n'ai pas envie de répondre sur cette question. Bon, alors Qu'ils le fassent, s'ils veulent le faire, mais qu'ils ne demandent pas notre avis. En fait, vous avez parlé de Maurras aussi, mais c'est un cas un petit peu différent. Là, ce qui s'est passé avec la commémoration de la naissance de Maurras, c'est qu'on voulait l'inclure dans un livre sur la commémoration des grandes dates en 2018. Et là, je comprends que ça ait posé problème. Pourquoi? Parce que, certes, on commémore des événements, y compris sanglants, problématiques, douloureux, mais commémorer des personnes problématiques, c'est autre chose. Et je pense qu'il y a eu un grand malentendu sur l'emploi du terme. C'est que les historiens, Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry, qui sont responsables de cette collection, ont dit « Mais attendez, on commémore tout, on commémore même des guerres. » Ils ont tout à fait raison, mais peut-être qu'ils auraient dû choisir un autre nom pour leur collection. Commémorer ne veut pas dire célébrer, c'est ça? Oui, mais commémorer une personne, vous voyez, quand vous dites que je commémore la naissance de Maurras, c'est pas comme quand vous dites je commémore la Première Guerre mondiale. Voilà. Maurras fait partie de l'histoire de France. Oui. Aujourd'hui, ils ne parlent plus aux jeunes, ils ne savent plus ce que c'est. Et c'est dommage parce que Maurras fait. a énormément influencé les Français à l'époque. Et moi, la poussière sous le tapis, que ce soit dans les familles ou en politique... C'est pas ça que je voulais dire. C'est le mot commémoration. Voilà, trouvons un Appelez ça autrement. Vous avez tout à fait raison. Vous pouvez commémorer la Saint... On peut commémorer... Non, non, attendez. Ce que me dit madame est parfaitement clair. On peut commémorer la Saint-Barthélemy. On ne commémore pas les massacreurs de la Saint-Barthélemy. C'est pas tout à fait pareil. Exactement. Il est 23h46. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Sujet d'actualité. Sujet épineux, 2 ministres accusés d'agression sexuelle, voire de viol, qui sont toujours au gouvernement, le numéro 3 du gouvernement et le ministre du Budget, Nicolas Hulot et Gérald Darmanin. La machine médiatique qui s'emballe. Est-ce que c'est le passage obligé pour libérer la parole des femmes, ou est-ce que, comme dit l'Obs aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, on va le voir apparaître, s'interroge s'il faut tout balancer ou pas? Voilà, vous voyez, faut-il tout balancer? Les dangers du tribunal médiatique. Quel est votre avis sur la question? Et avant tout, je vous donne la parole, Brice Teinturier, puisque vous avez posé la question. C'est une des questions que nous vous avons soumises à propos des affaires de harcèlement sexuel à l'égard des femmes. Diriez-vous qu'on en fait trop, pas assez ou comme il faut? Mais les Français sont très divisés. En réalité, on a 3 blocs quasiment identiques. On en a 30% qui considèrent qu'on en parle trop, mais on a également 34% qui nous disent qu'on n'en parle pas assez, et puis le reste, en gros, qui considèrent que cela va. Les vrais clivages, ils ne sont pas politiques. Les femmes considèrent davantage que les hommes qu'on n'en parle pas assez, et puis vous avez un clivage d'âge qui est absolument massif. 48% des moins de 35 ans considèrent qu'on n'en parle pas assez, 24% seulement des plus de 60 ans. Donc on évoquait la poussière sous le tapis. On voit bien que là, suivant les sujets, suivant le genre et suivant l'âge, vous avez une vision de ces affaires qui n'est pas du tout la même. Mais je crois que ça provoque aussi, au-delà des clivages, une forme de sentiment de mal à l'aise des Français qui n'arrivent pas à avoir une position unanime sur cette question-là et qui sont donc très divisés. Gérard Miller, votre position, est-ce que vous craignez une république du soupçon, comme a dit Emmanuel Macron? On peut avoir une réponse nuancée. D'une part, je pense que ce mouvement, on va dire, des femmes, de la libération de la parole, il est formidable et inévitablement, il amène à ce qu'il y ait des excès. On parlait tout à l'heure des excès de mai 68. Je ne vais pas vous dire que lorsqu'il y a une libération de la parole, inévitablement, il y a des choses dont on peut dire il faudrait le dire avec plus de modération. Donc, je suis à 100% pour ça. Après, c'est tout à fait différent l'affaire des ministres. C'est-à-dire que je crois que les hommes politiques sont pris à leur propre piège.
vous avez pu comprendre que je n'avais pas spécialement de sympathie pour ce gouvernement. Je n'étais pas pour, je le dis comme ça ne veut pas dire grand-chose, la démission de Bayrou et de l'autre ministre, dont j'ai oublié le nom, à l'époque. Comment il s'appelait? Marielle de Sarnez. Non, Marielle de Sarnez, puis il y en avait encore un autre. Ah, Sylvie Goulard, la ministre de la Défense. Et encore un autre, je ne sais plus, l'homme qui était pris dans des histoires immobilières. Bon. Richard Ferrand. Richard Ferrand, voilà, j'ai même oublié son nom, vous voyez. Donc, j'étais pas pour leur démission, je n'avais aucune sympathie pour eux, ni pour ce qu'ils avaient fait, mais si on commence à considérer que lorsque on risque d'être mis en examen, et qu'éventuellement même qu'on l'est. Moi, je ne suis pas pour la jurisprudence Balladur. Balladur, effectivement, a dit à un moment donné, un ministre mis en examen doit démissionner. Moi, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas coupable? Ah, donc vous dites qu'ils peuvent rester jusqu'au moment où ils sont déclarés. C'est pas la question. C'est que si on les fait démissionner, c'est qu'on considère qu'ils sont coupables. Peut-être le sont-ils. Et je trouve que c'est très bien. On considère qu'il vaut mieux qu'ils démissionnent pour pouvoir se défendre et revenir ensuite. Ça, c'est une foutaise complète. Soit ils sont innocents, ou soit on juge que pour l'instant la justice n'a pas décidé qu'ils étaient coupables. Je trouve qu'on ne peut pas. Autant je suis pour tout ce que disent les femmes, autant je ne suis pas pour que la rumeur et les éventuelles mises en examen de quiconque aboutissent à ce qu'on les considère comme coupables. Est-ce que c'est tout de même embarrassant pour un gouvernement qui se dit exemplaire que d'avoir dans ses rangs 2 ministres qui sont sous le feu d'accusations d'agression sexuelle? Ce qui serait embarrassant pour le gouvernement, c'est s'il ne respectait pas ce qu'il dit. Et le gouvernement a repris la règle que Gérard Miller décrit de la démission en cas de mise en examen. Et mise en examen, c'est un certain degré dans l'instruction, bien sûr. C'est quand il y a une présomption, quelque chose qui mérite un examen plus approfondi, il y a une décision qui va là. Et effectivement, l'argument de devoir se consacrer à la défense me semble recevable. En revanche, tant qu'il n'y a pas de mise en examen, là, il faut tenir bon, résister à la pression et dire... Est-ce que ça ne parasite pas votre propos et votre action? Je veux dire, aujourd'hui, il y a des très bons chiffres de l'INSEE concernant le chômage qui a baissé drastiquement et on parle de la 2e plainte contre Gérald Darmanin. Est-ce que ce n'est pas un problème pour votre action? D'abord, il ne faut pas brider la parole qui veut s'exprimer. Tout à l'heure, on le disait, le fait qu'il y ait des paroles qui s'expriment, fatalement, il y aura des excès et des expressions qui seront aussi parfaitement légitimes, bien sûr. Mais ensuite, il faut être cohérent. Tant qu'on est juste sur le dépôt de la plainte, il n'y a pas de raison. Mais bien entendu que le mouvement MeToo plus Balance ton port, il y a quelque chose d'absolument génial dans cette parole qui se libère. On sent qu'il y a eu vraiment des choses qu'il fallait que ça sorte. Pour obtenir quoi? Pour obtenir la criminalisation du viol, la criminalisation du harcèlement et du machisme, c'est-à-dire de dénoncer ça. Mais pour obtenir ça, on fait appel à la justice. Là, il se trouve qu'on est dans une situation où, pour l'instant, c'est de l'ordre de la rumeur, de la supposition. De la plainte. Une femme dit... Mais même de la plainte. Non, mais même, il n'y a pas d'exemple pour Nicolas Hulot. Même il y a eu une mise en examen. Il y a eu une plainte qui a été irrecevable parce que la jeune femme a attendu qu'elle soit prescrite elle-même pour y aller. Alors, monsieur le président de Radio France, il est condamné, mais il fait appel. Ben, moi, je suis désolé, il y a un temps pour la justice. Moi, je suis pour que quand les gens ne sont pas condamnés, ils soient considérés comme innocents. Alors, je préfère 10 innocents, je préfère, comme on disait, 10 coupables dehors qu'un innocent en prison. Désolé. Le mouvement de libération est très bien, mais je pense qu'on est quand même capable. Moi, cette idée de on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux m'exaspère. On est capable de dire mais libérons la parole et c'est formidable. Et ça fait longtemps en même temps que cette parole est libérée, mais là, elle a pris une dimension massive à travers les réseaux sociaux, mais on est quand même capable, dans cette dénonciation et dans ce trop-plein, de faire la distinction entre des viols, qui est déjà criminalisé, des féministes sont battues pour que ce soit criminalisé, donc un violeur est un criminel, et ça passe au pénal, donc on ne se bat pas pour ça, mais de distinguer le viol, des agressions sexuelles, d'une drague lourde, de voir des gens qui sont obligés de démissionner. Abnou Chalbani, vous avez co-rédigé cette tribune des 100 où vous disiez les frotteurs, c'est pas très grave, les frotteurs dans le métro. Je veux bien qu'on reprenne parce que c'est quand même hallucinant. Non, on va pas refaire tout le débat. On va pas reprendre cette phrase qui est dit on peut ne pas être traumatisé à jamais, même si c'est un délit. C'est-à-dire ça vous arrive, vous allez porter plainte. Vous avez également dit c'est de la misère sexuelle. Non, et ça peut être une conséquence. Mais alors, excusez-moi, la misère sexuelle, c'est une conséquence de la mauvaise éducation sexuelle. Et on a un vrai problème d'éducation sexuelle. Je finis. Donc, il y a ça. Donc, on est tout à fait capable. Non, mais quand on se dit féministe, on laisse au moins parler les femmes. Mais quand on libère la parole, on est tout à fait capable, et bien capable, de faire la distinguo. Sur le problème de Nicolas Hulot, je trouve ça délirant. On est en train de débattre d'une rumeur. Sachant que le deuxième, le harcèlement, ça ne le concernait pas, et que la jeune femme passe son temps à dire que ce n'est pas ça. Donc, et Darmanin, c'est pareil.
Il y a une enquête qui est menée, mise en examen, et après on pourra en Romain débattre. Goupil sur la C'est tribune. hystérique, c'est délirant. Sur la tribune, le seul reproche, et il est d'importance, c'est que vous dites puritanisme empêche le puritanisme de MeToo, de toutes les dénonciations. La conséquence. Empêche les conséquences. Et il y a une conséquence. Empêche la liberté sexuelle. Mais Ah ben c'est c'est mettre sur le évident. mais. Mais justement, et c'est la ce qu'on preuve. trouve pas du tout évident. Mais attendez, ça vous paraît- de dire que le puritanisme ou les excès attaqueraient la liberté sexuelle. Mais Mais c'est le en cas. quoi ça a à voir les agressions, le harcèlement, les frotteurs et le viol avec la liberté Ça a à voir sexuelle et avec avec- 68? ça a à voir Mais avec le vous parlez vocabulaire. complètement d'autre chose. Mais non, mais pas du vous tout, avez tout ça est fait lié. cette tribune à un moment où la parole se libérait. Alors, c'était Le toujours moins pas qu'on le puisse moment. dire, c'est qu'elle a été discutée, elle continue à être discutée et on n'est pas d'accord parce que vous prenez position à un moment donné contre une parole qui est en train de se Non, libérer. on ne prend pas du tout position contre C'est une une parole. discussion, c'est une discussion. On dit Je que c'est formidable que ça se libère, mais qu'on pourrait éviter de tomber, puisque on est capable d'en débattre. La preuve, on peut éviter de tomber dans la sacralisation du corps féminin. On peut éviter de tomber dans la censure morale, de décrocher des tableaux parce qu'il y a trois tétons dessus. C'est du délire. Et si aujourd'hui on ne mélangez réagit tout. pas, Et non, mais- c'est Gérard lié Miller. tout. Non, Alors- vous mélangez. alors Il y a maintenant, on une va chose découvrir qui que les n'était pas choses possible sont dans votre indépendantes, texte. se baladent dans Je l'ai trouvé très bien écrit, très intelligent. Il y a une chose qui n'était pas possible. Vous évoquiez le droit d'importuner. Oui. Je considère qu'on n'a pas Et le droit d'importuner. importuner, Et quand vous parlez, c'est fatiguer quelqu'un. quand vous hein, il y parlez a pas d'attouchement. de sacralisation du corps de la femme, moi je dis qu'il y a une sacralisation du corps humain. On n'a pas le droit de toucher quiconque ne le souhaite Importuner ne pas. Que ce sous-entend soit pas un un attouchement frotteur, physique. que ce soit... Écoutez, on a beaucoup Laetitia parlé. Lestre-Bonheur. Ça, c'était l'erreur de votre J'aimerais texte. libérer ma Prenez la parole. Libérez votre parole. On a beaucoup Laetitia. parlé de la libération de la parole des femmes, et ce qui est vraiment étrange, c'est que quand cette tribune est sortie, on a très mal supporté le fait qu'elle existe, que des femmes aient un point de vue différent sur un sujet qui nous intéressait tous. Et c'est ça qui est très étrange, en fait. C'est que si on veut vraiment la liberté d'expression, la libération de la parole, il faut en assumer les conséquences. Donc on veut le beurre et l'argent du beurre. En fait, on ne supporte pas profondément la liberté d'expression, j'ai l'impression. Ça nous pose un Vous avez problème. l'impression que les femmes ne supportent Non, pas la liberté je parle de la réaction. Non, j'ai dit la réaction qu'il y a eu à la publication de cette tribune, et pas seulement de femmes. Non, mais je vraiment. trouve étrange Vraiment. qu'on ait essayé de leur dire, il y a voilà, quelque chose, il y écoutez, a quand même quelque chose de très simple qui a un ce que vous acquis, dites qui a des n'a acquis de pas de 68. sens, n'en parlez pas. Mais on ne parle pas de mai 68 ici. Non, c'est non. Quand une bien femme sûr, je suis dit bien non, d'accord, je suis une c'est femme non. et je sais Et là, le nom. il y a une tribune Mais qui vous a été m'excusez, faite c'est en exactement disant nous, liberté c'est le droit. d'importuner. Non, Et la liberté tribune aux s'appelle frotteurs, Les femmes liberté libèrent aux le harcelants, Cric. espace Et Cédric de Villani, dragueur. de harcèlement, mais c'est vous non, dites c'est n'importe tout. quoi. Non, Nathalie c'est Sarcré, marqué dans le Cédric texte, n'importe non, quoi c'est non. dans cette C'est marqué dans le texte, alors qu'elle c'est est bien que ça soit attaquée. écrit. Elle est Non, non, attaquée c'est- avec on raison marque par non, énormément c'est de gens. non. Mais vous pouvez vous C'est quand même tromper. délirant. Il n'y a aucun Ah oui, mais problème. surtout qu'on Nathalie s'est pas Sarcré, trompé Vous êtes et que je vous sais êtes quand même à peu trompé, près ce que c'est j'ai écrit. possible. quoi. D'accord, mais ça peut S'il être vous une plaît. erreur. Genre, C'est pas parce on que est vous pour avez le écrit- harcèlement, mais vous c'est avez pas parce rêvé. que vous avez écrit. Mais que vous c'est l'avez bien. rêvé, cette tribune. On n'a jamais dit qu'on était pour le Nathalie harcèlement. Sarcré, Non, mais au merci. secours, quoi. Merci. On va essayer de me harceler qu'on rigole un peu. Ok. Ça nous a- Nathalie Sarcré. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat dans les rédactions. C'était totalement sain qu'il y ait un débat entre les deux textes, parce que c'est pas la peine de se prendre des oucasses comme ça. Deuxièmement, nous, ce qui nous inquiète, je parle juste d'un point de vue de journaliste, tout le monde s'en fiche, c'est qu'il y ait des endroits dans certaines associations, dans certains médias, où on est sur la piste des politiques et on nous annonce qu'on a un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, 4, on nous donne même des noms. Oui, et on on a me dit, fait vous ça, allez moi voir. aussi. Et on cherche. On est cherché les assistants parlementaires. On va à la chasse aux politiques. Alors pour l'instant, c'est les politiques. Après, ça sera peut-être les journalistes et chefs d'entreprise. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a ressenti. J'ai entendu même des gens le dire publiquement, en disant attention, maintenant, on est en train de constituer des trucs sur vous. Et là, je trouve qu'on est encore dans un truc. Cédric Villani, très vous avez inquiétant. 30 secondes, vous avez regardé un peu éberluer la prise de bec. l'échange. Oui, je vous ai senti un peu. C'est pas une prise de bec. Revenir sur la question de la 30 mise en secondes, accusation pardonnez-moi. politique, oui. J'en ai connu personnellement et certains de mes collègues se sont retrouvés dans cette situation où vous êtes visé par une plainte, où il y a votre nom dans les journaux, où on parle de vous, la rumeur, et les collègues qui se disent qu'on va continuer à travailler avec lui ou pas, ou qui sait quoi. Et puis après quelques temps, voilà, on découvre que non, il n'y avait rien, il ne sentait pas la justice. Il faut traiter ça avec une extrême prudence. Et en ça, le mot doit rester à la justice. Voilà. C'est un peu difficile au moment des réseaux sociaux et c'est un peu ce qui Et se passe. c'est aussi pourquoi aujourd'hui. on a besoin de mieux appréhender cette ère numérique. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Merci Nathalie Saint-Cric, Brice Teinturier et François Langlais. C'est la fin de cette émission. Merci à Alex Bouillaguet et Michel Dumoret qui l'ont préparé. Merci à Didier Frely qui l'a réalisé. À Baptiste Morel pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le 15 mars pour un nouveau numéro de l'émission Politique. Très belle soirée à tous. Vive la politique et le débat d'idées.